Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. De retour. Ben oui, de retour. Je fus grippé longtemps. Ah, ça a l'air que c'est une... Ça court. Oui, c'est une Ça petite court, tendance ça, actuelle. pas une chanson, ça court la maladie d'amour. Oui, mais Bon, c'est pas la même chose. pas la même chose. Bon, on a retrouvé Pierre. En tout cas, t'es peut-être grippé, mais t'as gardé ton sens d'humour. Bravo, Pierre. Une partie. Bon, là, on Et, choisit. et Maxime. Maxime. À la régie. Bon matin, Maxime. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Gabrielle Thibodeau, qui accompagne avec une violoniste bolognaise dans le cadre de la Cinémathèque. C'est le 3 mai, le film Une page folle de Kino Gaza. C'est dans le cadre, là, je veux dire, depuis quelques années du cinéma muet. C'est assez impressionnant. Oui, c'est fort intéressant. Oui. Et Robert Daudelin va s'entretenir avec Gabrielle afin de parler un petit peu de toute la préparation à cette grande soirée qui va avoir lieu à la Cinémathèque. Et nous recevons, dans le premier segment, Julien Élie. Bonjour, Julien. Bonjour. Salut, bonjour. 5 ans après Soleil Noir, oui. Tu reviens sur les pas du crime. Tu retournes au Mexique. Oui. Et à Radio Centre-Ville. Et à Radio Centre-Ville. Avec un travail extrêmement rigoureux de recherche, mais surtout, pour moi, genre d'affirmation d'une véritable œuvre cinématographique. Parce qu'avec beaucoup de détails, tu suis, je veux dire, des citoyens paysans mexicains qui sont aux prises avec des compagnies minières, qui ont des liens avec les narco-africains, le gouvernement. C'est loin d'être facile, mais fondamentalement, ces gens-là sont totalement dépossédés de leurs terres. Pourquoi encore s'aventurer, au Mexique et, je veux dire, à travailler avec ces paysans pendant quelques années? Ouais, quelques années, peut-être pas, mais ouais, sur plusieurs mois, en tout cas, entre la recherche et le tournage, ouais. C'est une bonne question. T'as un amour du pays, ça fait. Oui, évidemment, mais je pense que, en tout cas, c'est sûr qu'après Soleil Noir, pour ceux et celles qui l'ont vu, ils comprendront, j'avais envie de prendre un peu une pause, non pas du Mexique, mais c'est un sujet qui était dur, c'est un sujet qui était sombre. Oui, mais c'est qu'ensuite, c'est accompagner le film aussi, puis Soleil Noir, il y a quand même eu un certain succès, donc ça dure longtemps, puis là, il faut le présenter, puis il faut répondre aux questions, puis on est confronté après souvent on le présente à des familles de victimes, tout ça, puis ça, bon, je ne dirais pas que c'est lourd à porter, là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que les gens vivent au Mexique, mais c'est quand même, puis bon, on se met pas en danger, mais on côtoie quand même des mondes parallèles assez toxiques, donc oui, on côtoie le danger. Mais pourquoi la Garde Blanche? En fait, c'est arrivé, l'idée est arrivée durant le tournage de Soleil Noir. C'est plus ce que je m'imaginais. Ouais, je pense que, comme peut-être beaucoup de cinéastes, mais mes films, c'est pas que je m'assois là à une table, là, puis je cherche une idée, là, ça tombe un peu, on croise, on tourne au coin d'une rue, puis il se passe quelque chose. Là, pendant Soleil Noir, on était dans le Guerrero, qui est un des États, en tout cas à l'époque, qui était un des États les plus dangereux du Mexique et un des endroits les plus dangereux au monde. On cherchait un peu, avec un journaliste, on était sur la piste de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, dont on va fêter le 10e anniversaire de la disparition en septembre. Et au détour d'une route où on s'enfonce dans des territoires de plus en plus isolés, où il n'y a personne, où on sent que la violence a fait fuir les populations. J'avais remarqué qu'il n'y avait même pas de chiens errants, alors qu'au Mexique, vous le savez, si vous connaissez le Mexique, il y a des chiens errants partout. Là, c'est un pays de chiens. Et là, il n'y a pas de chiens errants, il n'y a rien, il n'y a personne. On entend à peine le vent et les maisons sont barricadées ou détruites. Puis on voit quelques militaires au loin, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Puis au bout d'une autre route, là, on voit un immense cratère qui s'étend dans la montagne. Et ce cratère-là, il est pas naturel, c'est une mine canadienne, comme beaucoup d'autres au Mexique, ou en tout cas avec des intérêts canadiens, et qui, avec des centaines d'ouvriers qui sont à l'œuvre, là, qui travaillent, la poussière, les camions et tout ça. Donc, on est face à une entreprise qui fait visiblement en train d'engranger des profits, alors qu'elle est au cœur d'une zone où les gens n'ont même plus le droit d'y habiter. Donc, évidemment, ça pose des questions. Puis à partir de là, de fil en aiguille, on a commencé avec les gens qui travaillent
enquêter là-dessus, puis surtout à mettre la main sur des enquêtes ou des ouvrages comme j'avais fait avec Soleil Noir. Les journalistes mexicains et les chercheurs ont fait un travail déjà immense et moi, j'ai qu'à accueillir tout ce qui est là. Et en fait, tu le mentionnes un peu, hein, la garde blanche ou les gardes blancs sont des membres un peu du crime organisé qui sont payés et financés. Sicario, c'est celui que... Moi, je connaissais le film de Denis Villeneuve, je dis que c'est la même chose. Non, parce que les sicarios, c'est vraiment un terme pour... c'est les sicaires, c'est des assassins, c'est des tueurs à gages, si on veut. Alors que les gardes blancs, c'est vraiment... En fait, à la base, c'est même... parce que ça remonte à très longtemps, à plusieurs centaines d'années. C'est les premières entreprises privées qui étaient des petites compagnies, souvent familiales, qui engageaient souvent, c'était même des paysans, des gardes qu'on armait pour protéger d'abord leur territoire, leur propriété, mais ensuite aussi pour menacer les paysans pour agrandir leur propriété. Donc, les gardes blancs, c'est vraiment... c'est très propre à l'Amérique latine. Après, il y a des groupes similaires à travers le monde, mais en Amérique latine, on appelle ça encore les gardes blancs. Puis j'ai préféré appeler le film La Garde blanche pour pas faire référence à des individus, parce que comme les gens vont le voir dans le film, j'essaie de pas m'attaquer aux particuliers. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de dénoncer une minière en particulier. Ça m'intéresse pas parce que je crois que c'est pas ça qui est important. C'est un système, c'est un régime même d'exploitation. Donc la Garde blanche, pour moi, évoque une menace, plus que les gardes blancs. Ben là, c'est un beau titre aussi. Je crois. Puis d'ailleurs, c'est un très beau roman de Bulgakov. Ah oui. Et bien sûr, on va parler du film, mais inévitablement, en regardant ton film, on se pose la question de la sécurité. Parce que vous avez tourné dans une des régions, je veux dire, peut-être les plus dangereuses du Mexique. Tu parlais, bien sûr, dans Soleil Noir, tu étais aussi dans les régions dangereuses. Le Zacatecas. 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 Comment ça se passait? Vous étiez accompagné? Parce que même, j'imagine que les gens que tu rencontres, on constate que leur vie est en danger. On ne veut pas tout dire, mais... Tu finis par être connu. Non, oui. Non, en fait, par rapport à Soleil Noir, ou de ce que j'ai fait. En fait, le seul avantage que je dirais que j'ai maintenant ou que j'ai eu avec ce film-là, c'est que c'est pour convaincre plutôt les gens à parler, à témoigner. C'est que les gens, évidemment, sont toujours méfiants, surtout si on est Canadien, puis qu'on fait un film sur les minières canadiennes, ils se demandent un peu pourquoi, qui vous êtes. Mais quand je leur présentais Soleil Noir, ben là, ils voyaient un peu mes intentions. Donc, dans ce sens-là, oui, ça m'aide, mais non, j'ai pas un statut, même si, mes films ont été présentés et seront présentés au Mexique. Mais je répète un peu toujours la même chose, mais c'est parce que c'est ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que déjà, le danger... Quand on tourne un film comme ça, on fait le choix déjà de le faire, ce qui est déjà une énorme différence avec les gens qui vivent dans ces territoires-là, qui sont des territoires vraiment hors la loi, qu'on appelle parfois même des zones silencieuses, parce qu'il y a même souvent, on coupe les communications pour que les gens ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. C'est expliqué dans le film. Ouais. J'avais oublié que c'était dans le film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On va te le rappeler. C'est effectivement expliqué dans le film. Mais donc, c'est ça, on fait ce choix-là. Puis déjà, je suis Canadien, même si la majorité de l'équipe était mexicaine. Mais on a des moyens, puis nous, on se déplace pour une courte durée. On a le temps de se préparer. On communique, on s'allie avec beaucoup de gens. Puis quand on est une équipe de film, on peut engager des gens qui vont s'occuper de la sécurité. Donc oui, par moment, on était accompagnés, je ne le cacherai pas, mais évidemment, je ne ferai jamais d'entrevue avec des hommes armés, des gens armés autour de moi. Par contre, il y a des bouts de chemin, de route qu'il faut faire des fois accompagner, parce que sinon, c'est mettre en risque, en péril. Non seulement nous, mais surtout même les gens qu'on va interviewer. Ça a l'air, va à Port-au-Prince, ça a l'air que tu vas vivre pire. Oui, je pense que maintenant, oui, Port-au-Prince, c'est à peu près similaire à ça. Ouais. Revenons, bien sûr, au travail, comme je le mentionnais, de mise en scène du film. Très magnifique travail de mise en scène. Puis un travail aussi de la mise en scène sonore. Et là, je pense entre autres à ton premier plan d'ouverture, genre de zoom arrière de 2-3 minutes. 3 minutes 30. 3 minutes 30? Ouais. Okay. Mais il n'y a pas l'air si long que ça. Non, j'en aurais pris plus. Non, ça va. Mais c'est à cause du son. C'est le son qui rend
Voilà, et que tout le son, je veux dire, premièrement, nous transporte directement dans l'univers, je veux dire, de cette forêt. Et également, je veux dire, il y a une certaine douceur, bien sûr, à travers ces sons naturels, mais apparaît une genre un son, je veux dire, qui peut être dangereux. Hein. Il y a presque un genre de son de la science-fiction grave. C'est-tu Mimi alors qui a inventé ça? Alors, j'ai vu son nom à la musique. Parce qu'il y a un montage sonore, mais il y a une musique aussi incroyable. Oui, non, Mimi et Sylvain Bellemare qui a fait le montage, la conception sonore, les deux travaillent conjointement depuis plusieurs années. C'est deux très bons amis, puis donc on a la chance de travailler un peu en amont, donc longtemps à l'avance, entre autres pour la musique. C'est souvent, avec Mimi, on va se prendre un verre en terrasse avant même que j'écrive le film. Souvent, j'ai une idée, puis là, déjà, elle commence à... Là, je suis en train de terminer un film. Même chose, elle a commencé la musique longtemps avant. Dans l'idée de cet art-là, les sons qu'elle fait référence, en plus, c'est pas un son qu'on a plaqué là. Je pense que vous faites référence à des singes hurleurs qu'on entend. Ouais. Ils étaient exactement là où en fait, c'est pas le son direct, c'est-à-dire c'est pas exactement le son de la prise, mais c'était l'endroit où on a filmé l'arbre. Donc, à un moment donné, les singes se sont mis à hurler et c'était pas... Moi j'avais l'idée de commencer le film avec le plan sur un arbre comme ça depuis longtemps. J'ai cherché cet arbre pendant plusieurs semaines et on l'a trouvé au fin fond du Campeche à la frontière du Guatemala. Et là, les singes se sont mis à hurler. Et là, c'est magique. Et donc, en fait, ce que tu dis, Guy, sur ce qu'on ressent dans le film, moi, ce que j'essayais de faire, puis je pense que tu l'as compris, c'est que c'est magnifique, le plan, enfin, pas le plan, mais la nature, l'arbre, la scène est très belle, mais on sent un peu une menace. Oui. Et en fait, la menace que j'essaie d'exprimer, c'est qu'elle vient pas, on a tendance à définir ces endroits-là comme on parle de régions sauvages. Alors que le sauvage, c'est plutôt nous, et le danger, c'est nous. Donc, ce que je veux, c'est comme que c'est le miroir, finalement, à travers la forêt, puis que le spectateur se demande d'où vient le danger, mais il vient de nous. Et en fait, c'est de montrer que le territoire, la forêt, les cours d'eau sont évidemment menacés et fragiles, et que c'est nous, en fait, le danger. En fait, que les singes qui hurlent sont là parce qu'ils sentent notre présence. Donc, c'est un peu l'idée. Moi, j'ai perçu, les plans de la forêt sont de toute beauté. Ton film, c'est comme un hymne à la beauté avec un B majuscule, moi, ton film. Mais la musique grave, ça rendait le tout un peu inquiétant. C'est comme oui et non. C'est comme... Oui, mais c'est beau, mais ça, moi, là, ça sent ça comme... Mais tout à fait. Non, mais c'est exactement ça aussi. C'est qu'en fait, on voulait que... On a cherché à faire quand je dis, c'est pas des beaux plans, j'aime pas l'expression, mais c'est cette beauté du paysage, c'est parce que j'aime ce pays-là. Ernesto Pardo, entre autres, qui a fait la plupart des images avec François Messero aussi, en partie, il connaît bien ce pays-là aussi, il l'adore, il est habitué à le filmer, puis on a cherché partout à l'exprimer dans toute sa beauté, mais... En plus, c'est que comme c'est très dangereux d'habiter dans ces régions-là, on a voulu exprimer cette menace-là. Donc, cette menace-là, c'est là que la musique et le son viennent jouer. Moi, je reçois une image d'arbre, je dis, le Éden, le paradis terrestre. Mais la musique me dit, wow, ce n'est point le paradis terrestre. Il y a une inquiétude quelque part derrière. Parce que la musique grave, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et je trouvais que c'était un super choix, un super montage sonore pour faire du cinéma, en fait. Hein? Ah oui, c'est du cinéma. Ouais. Et très rapidement, parce qu'effectivement, c'est une sensation, hein, il y a une genre d'immersion là, dans le milieu. Et très rapidement, on comprend que cette immersion est détruite. Détruit, oui, la vie de ces paysans, ce qu'on va... par la suite, être conscient dans le film, donc cette dimension politique, mais il y a aussi une dimension très environnementale, parce qu'on détruit la terre, ou on dépossède ces gens de leur terre, mais on est en train de la détruire, et par la suite, c'est les cours d'eau. Et les 30 premiers de ton film, finalement, sont presque un hymne, à conserver cet environnement naturel tel qu'il est. Oui. Oui, je ne saurais pas mieux dire. C'est en fait la fragilité de ces espaces-là. Puis je dis souvent que j'aurais pu faire ce film-là à peu près dans je ne sais pas combien de pays du monde, malheureusement. Donc c'est à la fois un film très mexicain, parce que c'est très propre au Mexique pour plein de raisons. Mais en même temps, c'est un film qu'on aurait pu faire partout. Donc cette fragilité-là, puis cette menace-là qui s'abat sur ces lieux-là, puis sur les populations qui y vivent. Puis je veux juste dire un mot sur... Tu parlais d'immersion, et je tiens à
plus que jamais, on essaie d'inciter pour que les gens se déplacent en salle de cinéma, mais pour moi, c'est impensable qu'on voit ce film-là sur un écran d'ordinateur, de télévision. C'est une expérience, je pense, immersive. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Comme vous l'avez mentionné, au son et à la musique, entre autres, pas juste aux images. Et je raconte une anecdote souvent, mais j'ai présenté le film à Doc Lisboa récemment, un excellent festival de documentaire en Europe, à Lisbonne, évidemment. Et le programmateur du festival, qui avait évidemment vu déjà le film, il vient me présenter pour la projection au public, et il décide de rester pour la projection, et il voulait voir le film une deuxième fois. Et après la séance, il me dit wow, c'est incroyable les changements que vous avez faits depuis que je l'ai vu. Vous avez fait de la colo, la couleur, le mixage, il y a de la nouvelle musique, il y a des nouvelles... J'ai dit, mais non, c'est le même film que tu as vu. Et là, il l'avait vu probablement sur un écran de télévision. Puis là, il l'a vu c'était une salle immense avec un écran qui faisait 3-4 étages de haut, une salle gigantesque. Il a vécu une expérience cinématographique que c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, j'enjoins plus que jamais les gens à se déplacer pour aller voir le film. Il passe quand même à Montréal dans plusieurs salles. Et tu en as parlé, Ernesto Pardo, il était avec Soleil Noir. Oui. Ce qui est intéressant dans Soleil Noir, noir et blanc, avec beaucoup de gris, on s'entend, là, ouais. Mais avec une texture un peu différente. Et là, la manière, effectivement, je veux dire, qui réussit à filmer, je veux dire, ces lieux, ces montagnes et les gens. La madame là, qui fait de petits points, là, le très gros plan, c'était comme... Je n'en revenais pas comment tout à coup, c'est très beau. On passe de... moi, ça m'a frappé les deux extrêmes puis en tout cas, vas-y. Oui, mais en fait, c'est ça que je voulais mentionner, c'est que... Pardon, je bafouille trop tôt le matin. C'est autant il est capable de filmer ces lieux envoûtants, les rendre poétiques, autant il est capable de filmer les gens, mais avec la même poésie. Et là, je pense, entre autres, à un de tes personnages importants du film, Roberto, qui, chez lui, avec très peu de lumière, mais juste une tonalité un petit peu jaune, chaleureuse, qui le rend, je veux dire, sympathique, ou il nous le rend, finalement, à l'intérieur même, je veux dire, de son milieu, en respectant l'individu. Ouais, non, mais Ernesto, il a un talent. C'est quelqu'un avec qui c'est très, très agréable c'est un ami, c'est quelqu'un à côtoyer très agréable sur un plateau de tournage qui est très, très sérieux, très professionnel. Puis j'aime beaucoup sa façon de travailler parce qu'il fait les choses très vite. C'est-à-dire qu'on ne perd pas 3 heures à discuter. On discute beaucoup avant, on voit beaucoup, on parle de ce qu'on aime. Mais là, ça fait quand même 2 films qu'on fait ensemble, donc on commence à se connaître. Mais le travail sur le tournage, c'est vraiment un travail d'observation, d'écoute, puis on se dit à peine 2 mots, on se regarde, puis on se comprend très bien. Donc, il y a cette complicité-là avec lui, mais il a... Laisses-tu beaucoup aller? Ou c'est assez dirigé? Oui, faudrait lui demander. Je pense qu'il sait ce que j'aime. Puis encore une fois, on discute beaucoup avant. Donc après, quand on est là, on discute plus. Les choses se font assez spontanément. Puis on est généralement très d'accord. Mais non, je laisse aller parce que, même si j'ai une idée très claire, moi j'aime bien avec tous les collaborateurs, que ce soit au son, à la musique, n'importe quoi, à tous les postes, c'est longtemps avant qu'on parle, on va manger ensemble, on prend des cafés, on discute, je leur montre des dessins. Là, dans ce cas-ci, on a même un ami qui a fait un storyboard carrément du film, qui m'a accompagné, qui a fait des dessins. Ah ouais? Tout ça a servi à nourrir... Les dessins jouent un rôle dans le film aussi. Oui, mais c'est ça, mais ça a nourri le travail d'Ernesto, en quelque sorte, parce qu'avant même qu'on se rende à faire des repérages, lui, il avait... Parce que moi, j'avais déjà été sur place. Alors, lui, avant qu'il connaisse ces lieux-là, Horacio avait fait des aquarelles magnifiques. Ça aide énormément parce que, évidemment, j'avais un peu dirigé Horacio vers le type de couleur que je voulais. C'était assez précis. D'ailleurs, je veux mentionner aussi le travail de François Messero parce que même si François, son travail dans le film est presque anecdotique parce qu'il est venu que compléter quelques jours de tournage, mais il a fait parmi les plus beaux plans du film. Il a été un peu chanceux. On a fait un peu de patchage sur ce qui manquait avec lui, puis on a voyagé à travers le pays en 4-5 jours, et il a fait des plans absolument fantastiques, à peu près tout ce qu'il a filmé dans le film. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'avec François,
en amont, c'est-à-dire plusieurs mois, voire même 1 an, 2 ans avant, on a fait un long travail de recherche pour arriver à, évidemment avec Ernesto aussi, mais Ernesto est à Mexico. Avec François, on a fait énormément de tests. On en a finalement déduit que la meilleure façon, c'était de réduire la capacité du capteur pour filmer comme en Super 16 finalement. Ouais, hein. Et on a filmé avec des objectifs Super 16, des vieux objectifs de film, de cinéma, et ce qui donne un peu cette texture, parce que c'est pas une texture vraiment artificielle qu'on a ajoutée, c'est vraiment l'objectif et la lumière qui a créé ça. Bon, après, c'est sûr qu'en correction de couleur, on a travaillé beaucoup, mais c'était déjà là. Puis ça, pour moi, j'y tiens beaucoup parce que je pense que ça fait toute une différence. Quand c'est travaillé en post-prod, on n'arrive jamais, en tout cas, à mon sens, tout à fait au même résultat. Et on parlait du plan d'ouverture tantôt. Tout de suite après, on a le plan de Roberto ou sur le film de dos. Et ce choix d'accompagner les gens est présent à peu près dans tout ton film. Il y a quelques scènes là, où tu es un peu latéral à eux, mais pourquoi avoir cherché à les accompagner de dos? Et souvent en marche. Et en marche. Oui, j'ai une obsession. En fait, j'ai commencé à faire de la photo au Mexique, je sais pas, au début des années 2010, dans ces années-là. Puis j'ai commencé à photographier beaucoup de gens, des paysans qui marchent de dos comme ça. Souvent parce que c'est plus facile, parce que les gens, jusqu'à temps qu'ils entendent le clic, ils n'ont pas connaissance de votre présence. Mais j'ai un peu une obsession sur la nuque des gens. Évidemment, dans un film où on veut exprimer la terreur, la nuque, c'est l'endroit le plus vulnérable. Si on veut tuer quelqu'un de façon efficace, évidemment, dans le dos et dans la nuque, on y arrive le mieux, je pense. Donc j'ai l'impression que ces plans-là, parce que dans Soleil Noir, c'est évidemment aussi beaucoup comme ça. Puis là, hier, j'ai présenté mon nouveau film que je suis en train de terminer à une cinéaste qui m'a dit « Mais tu filmes toujours les gens de dos. » J'ai dit oui. Mais je... non. Et donc, non, mais je pense que surtout dans ce cas-là, quand on veut exprimer cette tension, le danger, puis comme ça revient un peu à l'idée de faire un film le plus immersif possible, j'ai l'impression d'accompagner les gens le plus proche, plutôt que de les montrer frontalement. Il y a quelque chose c'est presque plus fort, j'ai l'impression. On est plus là. C'est notre regard, en fait. C'est comme si on suit quelqu'un qui marche, puis c'est un peu ça que je veux témoigner. Et on a toute cette première partie qui est effectivement, je veux dire, très immersive, mais je veux dire, je dirais que dans la deuxième, parce que je pourrais presque diviser ton film en 3 actes, dans le deuxième acte, là, on rencontre des gens qui sont, entre guillemets, pris dans cet étau juridique où il n'y a aucune porte de sortie, où leurs familles ont été assassinées, où ils sont contrôlés, ainsi de suite. Et là, on sent, je veux dire, vraiment la dimension politique. Parce que oui, on a parlé beaucoup, je veux dire, que c'est un acte cinématographique, mais cet acte cinématographique-là, il est aussi, je veux dire, au sceau, je veux dire, de la politique. Il y a un film politique derrière, je veux dire, tes choix. Là. Oui, je pense que avant tout, j'essaie de raconter les meilleures histoires. Donc, je m'inspire de ce qui d'images qui me frappent. Je vois des personnages, je vois des photos, ou souvent c'est à la lecture d'un roman, une phrase m'inspire. Mais évidemment que je me sens concerné par ces histoires-là, puis je peux pas faire autrement que d'avoir envie d'en parler. En fait, Soleil Noir, j'avais, peut-être parce que je suis pas journaliste, parce que je suis pas sociologue ni mexicain, j'avais pas l'intention de donner des réponses, d'expliquer. C'est plutôt le comment que le pourquoi. Je pense que c'est pas mon travail non plus d'expliquer pourquoi. Je pense qu'après, le spectateur peut aussi se faire son idée. Mais là, c'est comme si ce film-là, je pense qu'il apporte un peu des réponses à Soleil Noir parce que, comme on a raconté en ouverture, l'idée vient un peu d'avoir traversé des zones d'un endroit au Mexique qui sont en fait les régions les plus riches du pays. Donc on se demande, et ça c'est vrai même pour les endroits où les touristes québécois et canadiens vont se baigner, vont à la mer. Je le dis sans les critiquer, mais souvent c'est, par exemple, il y a cette troisième partie du film où il y a les gens le long de la rivière qui habitent dans un petit village menacé, où ils sont assassinés parce qu'ils veulent protéger leur cours d'eau. On n'est qu'à 2 heures de Puerto Escondido, que beaucoup de gens connaissent parce que les gens vont là en vacances. Et c'est juste à côté, c'est pas loin, c'est pas... Donc c'est comme si j'avais envie de donner un peu d'expliquer que cette violence-là, elle est aussi d'où elle prend sa source. Mais ça reste que c'est les intervenants aussi qui prennent la parole.
C'est pas toi qui arrive... Oui, il y a un journaliste là, qui explique la difficulté, je veux dire, de travailler au Mexique, mais c'est pas des intervenants extérieurs, c'est les gens que tu as rencontrés qui nous amènent finalement à réfléchir à leurs conditions. Puis je pense entre autres là, à une dame qui dit « Le diable nous a volé notre sourire ». Le diable nous a volé notre sourire, je l'ai noté parce que elle est belle. D'une part, il y a toute la dimension religieuse dans le diable, mais c'est une belle phrase. Oui. Ça dit tout, hein? Comment? Et ça dit tout, hein? Oui, c'est ça. C'est cette dame qu'on retrouve plus tard dans la voiture, puis qui est très émotive quand elle évoque un peu ce que lui réserve le futur, puis aux gens pour qui elle lutte. Mais oui, je pense que ces gens-là, en même temps, tu dis que c'est pas, c'est moi qui les, enfin, je les écoute, je leur donne la parole, puis c'est eux qui me guident dans ce territoire-là, puis. Enfin, ils s'ouvrent à nous pendant... C'est assez surprenant, hein, parce qu'ils sont très spontanés dans leurs réponses, alors qu'on pourrait s'attendre qu'il y ait une certaine retenue. C'est-à-dire, parfois, ils disent, je ne sais pas si je peux, dès le début du film, je ne sais pas si je peux tout te dire. Puis c'est très intéressant qu'ils disent ça, parce que nous, spectateurs, on est comme, y a-tu quelque chose de plus? Ouais. Mais toi, tu poursuis. Ben, de ce type de film-là, je pense qu'un des plus gros... une des tâches les plus importantes, c'est de gagner la confiance de ces gens-là. Puis ça, c'est un travail qui est long. C'est Pierre Perrault. Bon, ben alors, Pierre, merci. mais oui, c'est la même chose, ce qu'il faisait. C'est la même chose... Je répète toujours, là, je ne sais plus quel photographe qui disait que faire les meilleures photos de bar, ben, il faut boire beaucoup. Ben, bon, enfin, il faut fréquenter les bars, c'est ce que je veux dire. Et toi, t'aimes bien fréquenter les gens qui se retrouvent dans certaines problématiques. Il y a un certain espoir, bizarrement, hein, parce que lorsqu'on regarde ton film, oui, il y a une perte d'utopie, mais c'est comme si tu avais voulu laisser, je veux dire, une porte ouverte, hein, en disant, j'ai toujours l'espoir qu'un jour qu'on puisse reconnaître mon travail. On les voit au tribunal, même si toutes les portes se ferment. C'est important de garder un peu, je veux dire, cette porte entrouverte. Hein, et de ne pas la fermer, je veux dire, à double auto en disant qu'ils vont tout perdre, que les compagnies minières, je veux dire, vont toujours avoir le dessus sur eux, même si on le mentionne, qu'il y a une faillite du système juridique à tous les niveaux. T'avais, je veux dire, la préoccupation de... Non. C'est bon. Non, mais je suis plutôt pessimiste dans la vie en général, mais je dirais que, en fait, ce serait pas leur rendre justice, parce que si on dressait qu'un portrait sombre et noir sans espoir, ce serait bien sûr qu'on espère que ça, ils s'en sortent. Donc je pense que l'espoir, il est à travers ces visages-là et ces gens-là, c'est eux qui le portent. Après, je sais pas si le film, mais tant mieux si on le sent, parce que je veux pas non plus faire des films désespérant, quoique j'imagine c'est pas... Ouais, c'est un film qui nous amène à nous questionner. Je sais pas si c'est désespérant, je pense pas. Je pense que c'est un film nécessaire. C'est un film qui est beau à regarder. Mais qui, au-delà de ça, je veux dire, invite le spectateur à se questionner sur tout ce qu'il achète, dans un certain sens, d'essayer de saisir l'origine de ce qu'il achète et d'avoir parfois une préoccupation un peu plus large que, je veux dire, celle de son petit confort. Disons ça de cette façon-là pour être gentil. Hein. Voilà. La chose qui sauve le film, c'est la beauté. C'est la beauté du film. Même le dernier plan, le vent, c'est comme... Le vent... Ben, peut-être que, comme tu dis, l'espoir est dans la beauté de ces paysages-là. Là, il y a quelque chose. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ton film, il y a un film politique, mais moi, j'ai vu surtout un hymne à la beauté. C'est comme... t'es quelqu'un qui aime la beauté, qui l'a montré, qui l'a filmé, qui l'a fait ressentir. Et j'en ressors beaucoup avec ça, moi. Il y a une chose, donc, je sais que Maxime, toujours 2-3 minutes, là, mais il y a une chose, on n'a pas parlé, c'est le montage. Oui. Parce que, je veux dire, quand on commence à regarder ton générique, puis même lorsque, je veux dire, moi je connais pas, je veux dire, toutes les régions mexicaines, mais je veux dire, tu te promènes dans plein de lieux, puis tu réussis à harmoniser le
tout, je veux dire, d'une façon, je veux dire, ben oui, à travers, bien sûr, la bande sonore, mais à travers un montage qui est très, très fluide. Ouais, c'est Shi Feng. Là, je termine mon deuxième film avec Shi. On a un immense plaisir à travailler ensemble et je dirais même une certaine facilité. L'idée, c'était un peu de créer un mouvement continu et un peu. C'est pour ça que je m'attarde pas aux gens. Ils sont pas. On sait pas c'est qui. Ils sont pas nommés. Il y a pas. Pour moi, cette femme qui marche puis après ça elle tourne le coin d'une rue, ben là ça peut être un homme qui continue parce qu'ils vivent tous la même chose et donc c'est un mouvement que ce film essaie de créer. Le film a été tourné dans une quinzaine de régions. Je voyais ça au générique. Oui. Tu t'es promené, hein? Tu connais bien le Mexique, hein? Le générique, j'ai tout écouté aussi, c'est impressionnant. Et la chanson. Oui. Ben, ouais. Guy, on a dépassé notre temps. Encore? Ben, c'est normal. Donc, on rappelle que Garde Blanche, Julien Ly, très, très beau film. Julien Ely. A pris l'affiche hier dans plusieurs salles de cinéma et entre autres dans quelques minutes, donc à 14h30, ça va être au cinéma du musée pour bien sûr répondre aux questions. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Cinémathèque québécoise demain et ça se poursuit. Puis on espère que les gens vont aller voir le film. On sait que c'est pas toujours facile actuellement, je veux dire. Donc le premier week-end, là, on vous le dit, allez voir le film. Puis après, vous en parlez. Oui, parce qu'il restera pas, sinon il restera pas longtemps. Non, il restera pas longtemps. Et puis on a oublié de mentionner que c'est l'AIDM qui t'avait remis 2 prix. Oui. Et le prix des jeunes. Oui, ça m'a fait énormément plaisir. Ouais. C'est un bel hommage tout à fait. que les jeunes te remettent un prix. Bon, puis bien sûr, le prix Magnus Ignaction. Donc, merci beaucoup, Julien. Oui, merci à vous. Toujours un plaisir de vous revoir. J'espère que je vous revois avant 5 ans. J'espère. Nous aussi, on espère.